Décision. Donc en fait j'ai sélectionné deux sujets. J'ai commencé par un petit sujet pour les premières qui en réalité peut vite s'adapter pour les terminales et on verra qu'en modifiant des toutes petites questions ça se transforme en un sujet type bac pour terminale. Donc c'est un sujet donné par une élève de première que j'ai et ça va traiter sur les dérivés. Alors dans le cadre d'un problème de géométrie. Donc on voit ici qu'un chocolatier veut faire fabriquer une nouvelle boîte de présentation pour Pâques. Bon, on va changer, on va mettre pour Noël. Elle aura la forme d'un prisme droit, dont deux des faces sont deux rectangles de 20 cm de longueur et 5 cm de largeur. On voit le dessin. Une section de ce prisme par un plan perpendiculaire à la surface BCDE et le triangle ABC isocèle en A. La longueur BC égale à X représente l'écartement entre les deux rectangles. Le but du problème est de déterminer X tel que le volume de cette boîte soit le plus grand possible. Rappel, donc là ils sont gentils, ils nous donnent le volume d'un prisme, mais je pense que vous le savez déjà, consiste à avoir l'aire de la base fois la hauteur. La première question, donc qui est toute simple, on nous demande quelles sont les valeurs possibles pour X. Parce que dans un problème concret, il y a souvent des limites à cette valeur X. Et donc là, on voit que la valeur X correspond à la longueur BC. Alors j'essaie de me remettre en marche la petite tablette, voilà. Donc on a dit qu'on attaquait la question 1, petit 1. Et je cherche les valeurs possibles. Il y a un petit problème de son quand même. Oui. Je dis le son n'est pas terrible. Alors Gaëtan me dit que de son côté le son n'est pas terrible. Est-ce que c'est pareil pour vous? Oui, bon, c'est pareil. Le son n'est pas. Je vais. 2 secondes. Possiblement. Ok, je te laisse régler le son. Ouais, je vais garder l'écouteur dans l'oreille. Faut que le son, je peux le régler que de là. Ah d'accord, on va une petite pause, on règle le son. Attends. Ça vous laisse le temps de bien vous installer. C'est peut-être là-dedans. Ah, super. Merde. Ok. Là, ça va être mieux, je pense. Alors, est-ce que là vous m'entendez mieux? Pipapou. Alors, je viens de recevoir un SMS. Alors, est-ce que c'est pour me répondre si on m'entend mieux ou si on m'entend pas du tout? C'est revenu. D'accord. Ok. Ça marche. Bon, écoute, c'est pas terrible, mais j'y peux pas couper malheureusement. Écoute, on essaiera de résoudre le problème, on achètera un micro-cravate qui marche. Ça marche. Allez, vas-y. Bon. Alors, bon, je vais juste commencer le tout début. C'est-à-dire que dans l'exercice, à la première question, on voit j'écris très mal là-dessus. Valeur possible de x, et donc on sait que BC égale x, c'est-à-dire c'est une longueur, donc forcément x va être supérieur à 0. À la rigueur égale. Et parce que voilà, on a affaire à une longueur. Maintenant on sait qu'on a affaire à un triangle ABC. Donc le fameux triangle ici. A plutôt. B et C. Et on sait qu'on a 5 ici, et là c'est x. Et forcément, pour qu'un triangle fonctionne, il faut que ce côté-là soit plus petit que la somme de ces deux-là. Parce que on ne pourrait pas tracer un triangle autrement. Ce qui veut dire que x est forcément plus petit, donc s'il est égal, ça fait un triangle plat, à 5 plus 5, donc à 10. Donc on peut conclure que x appartient entre 0 et 10. Donc ça c'était pour la première question. Petit b, la deuxième question demande d'exprimer l'aire du triangle ABC. Donc ça tombe bien, j'ai fait le schéma ici. Donc on va marquer qu'on fait ici l'aire de ABC. Alors est-ce que je vais arriver à souligner
j'aurais mieux fait la dernière fois. Ok, alors l'aire d'un triangle, il n'y a pas de problème. Qui est la base fois la hauteur divisée par 2. N'hésite pas à mettre des couleurs. Hein. Oui, mais alors j'ai du mal à gérer les couleurs. Bah, tu prends avec ta souris et tu changes à droite. Ok. On va essayer. Ça bouge trop au niveau de la souris. Alors. Qu'est-ce qui bouge trop, Nicolas? Non, parce que comme j'ai le crayon et la souris, ça se. Ah bah, lève ton crayon pour bouger la souris. Regarde. Tu vois, ça marche mieux. Voilà. Et alors, je peux ça change grand chose. Donc d'abord, il faut que je trouve H. B, je vais prendre la base X. Et H, ça va être celle qui est là. Ici. Alors, je vais prendre la hauteur, sachant qu'ici, j'ai un angle droit. L'avantage, c'est que je sais que c'est un triangle isocèle, donc forcément que cette longueur est égale à celle-là. Et donc, je vais considérer ce triangle rectangle et faire un théorème de Pythagore pour essayer de retrouver la longueur H. Donc, le théorème de Pythagore me dit que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire que ici, le 5 au carré va être égal à h au carré plus cette longueur qui est la moitié de x, donc c'est-à-dire x sur 2 le tout au carré. Ce qui fait que si je veux h, lui je le mets de l'autre côté. Et ce qui fait que j'ai h qui est égal à la racine de x sur 2 au carré moins le 5 qui fait 25. Donc là j'ai la longueur h et maintenant j'ai plus qu'à faire la base. Donc la base c'était juste x, racine de x sur 2, attention, alors on va mettre x sur 4. Oui, parce que le carré s'applique également sur le 2, et dans ce cas là si je le mets ça va faire sur 4, moins 25. Donc voilà, et j'oublie pas de diviser par 2 bien évidemment. Donc là on peut dire qu'on a répondu à la question de l'aire de ABC. Maintenant, si je veux répondre à la troisième question, on me demande de trouver le volume. Donc troisième question, petit c, volume. Donc pour le volume, la formule nous l'a donnée. Et de toute façon, on connaissait déjà. Ah, je me suis trompée, c'est pas le bleu. Le volume qui est la base fois la hauteur. Alors, ici, je parle pas de la même base ni de la même hauteur. Hein. Je parle dans le prisme. Ce qu'on appelle la base, c'est la surface de ce triangle. Et la hauteur du prisme, c'est ça. Donc, ce qui va me donner ici, j'ai plus qu'à avoir ce truc-là. Et ce fameux h qui fait 20 dans l'exercice, j'ai plus qu'à le multiplier par 20. Ce qui va me faire 20x racine de x au carré sur 4 moins 25 divisé par 2. Ah, je viens de remarquer une petite erreur. Ah non? Oui. Je peux surveiller. Ah. Alors, est-ce que dans les commentaires, il y en a qui arrivent à voir où est l'erreur? Qu'est-ce que t'as fait? Qui arrive à me trouver une erreur? Personne. Bon, ici, j'ai voulu isoler le H. On va faire ça. On va essayer de faire l'erreur en rouge. Qu'est-ce que t'as fait? L'erreur toute simple. Je cherche le H. Ah. Et donc c'est lui qui vient de ce côté. Ah, t'as mis un... Et donc là, c'est inversé. Ah oui. C'est-à-dire que c'est racine de 25. Ah, c'est bon, t'as la racine dans le négatif. Hop. C'est plutôt ça. Non ça. Et donc ce qui fait que ici, forcément, c'est aussi inversé. Voilà, 25 moins x carré sur 4. Et donc là, pareil, on va le barrer, de toute façon, on va l'écrire ici. On va le remettre en bleu pour reprendre la suite de l'exercice. Comme quoi les erreurs, ça arrive à tout le monde.
L'avantage c'est de s'en rendre compte avant de rendre la copie. 20 divisé par 2 ça fait 10x. Racine de 25 moins x au carré sur 4. On arrive là. Alors, si jamais j'aime pas la fraction qui est ici, je peux à la rigueur essayer de factoriser par un quart. Ce qui va me faire 10x racine. Et donc si je factorise par un quart fois quoi pour faire 25? C'est un quart fois 100. Moins, et comme ça ici j'ai x carré. Je n'ai plus ce 1 quart qui n'était pas joli. Ce 1 quart, l'avantage c'est que le 4 c'est 2 au carré, et 1 c'est 1 au carré. Ce qui fait que c'est comme si j'avais 1 demi, le tout, au carré. Et comme j'ai multiplié, je vais pouvoir le sortir. Et donc je vais avoir 10 fois 1 demi, ce qui va me faire 5x racine de 100 moins x au carré. Ce n'était pas obligatoire de le faire, c'était pas demandé. On verra que dans les questions précédentes, c'est bien, ça serait bien de retrouver ce truc-là. Donc là, on a fait le volume. Et donc on a répondu à la question 1. La question 2 est toute simple, on nous donne une fonction. Et là, on nous demande d'étudier sa variation, et après de trouver son maximum. Donc là, on tombe sur des études de fonctions. Alors, on va devoir y passer toute la feuille. Et on attaque la question 2. Je suis désolée, j'ai pas encore trouvé le raccourci qui me fait bouche. J'essaierai de... Alors, question 2. On nous donne une fonction, f de x, qui est x au carré, 100 moins x au carré. On reconnaît un peu notre 100 moins x carré qu'on avait dans notre racine. On peut supposer qu'après il y aura un lien. Et bizarrement on nous dit que c'est défini sur 0 et 10. Ça tombe bien, ce sont les valeurs de x qu'on avait trouvées à l'exercice 1. Donc peut-être qu'il y aura un lien après qui va se regrouper. Donc petit a, on me demande de trouver la variation de f. Variation de f, j'ai une fonction. Soit j'arrive à le voir directement parce que c'est des fonctions simples. Là on voit que c'est une combinaison, il vaudra mieux faire la dérivée. F' de x. Donc je pense que c'est u, enfin on voit que c'est u fois v. Alors u fois v, je vous rappelle que la formule de la dérivée, c'est u' moins uv'. Donc c'est à dire que le premier j'y arrive, 2x, le deuxième je dérive pas. Ah, pas moins, plus. Plus, celui-là je dérive pas, x au carré, et maintenant celui-là je dérive, et donc ça me fait multiplier par moins 2x. Donc là on va quand même un peu développer tout ça. Ce qui va me faire 2x de 200x moins 3x au cube. J'ai un peu de mal à écrire. Et de nouveau, moins. Pourquoi j'ai mis 3? Oh là là. Alors on fait une question, 2 fois 1 ça fait 2, évidemment, 2x au carré. C'est pas mal pour en faire. Moins cube, ça aussi, je vais y arriver. Moins 2x au cube. J'obtiens donc 200x moins 4x au cube. Pour pouvoir trouver l'étude de signe, puisqu'au final, quand on fait une dérivée, le but c'est de trouver l'étude de signe, on va factoriser par x. Donc ce qui va me faire 200 moins 4x carré. Et donc après, je vais étudier les signes de ce truc-là. Signe de x, c'est facile. Signe de 200, enfin de 200 moins 4x carré. Donc si je veux savoir quand est-ce que ça c'est positif, je vais chercher quand est-ce que moins 4x est supérieur à moins 200, ou quand est-ce que x au carré est inférieur à moins 200 divisé par 4, moins 50. Et donc là, quand je vais en plus, oui parce que c'est moins 200 divisé par moins 4.
Et ici, quand je vais arriver là, quand je vais passer la racine, il faut faire attention. Parce qu'en fait, on va avoir racine de 50. Et par contre, on a aussi de l'autre côté, moins racine de 50. Alors pourquoi ça? Il faut se rappeler un petit peu la fonction à droite. Fonction x au carré. Comme ça. Donc si je cherche, maintenant que j'ai mon nombre 50 ici, si je cherche quand est-ce que x carré est en dessous, alors, on a une petite couleur. Donc quand est-ce que c'est en dessous? C'est-à-dire que ici, on voit que j'ai racine de 50. Ici, j'ai moins racine de 50. Et donc, c'est la partie qui est là. Toute cette partie de la courbe est bien en dessous de 50. Ce qui fait que c'est quand les valeurs de x sont comprises là-dedans. C'est vrai que pour le carré, il y a cette petite subtilité à laquelle il faut faire attention. Alors, je retourne à l'exercice. Ce qui fait que la variation de la fonction, si on va faire le tableau, on va avoir un truc comme ça. Alors la partie moins 50, en fait, on n'aura pas besoin puisque nous, on est sur 0,10. En fait, on est sur 0. Est-ce que racine de 50 est inférieure à 10? 10, c'est racine de 100. Donc oui, racine de 50 est quelque part par là. Et après, ici, j'ai 10. Je fais le signe de ma dérivée, qui fait 0 en racine de 50. Alors, je vais peut-être un peu vite. Parce qu'en réalité, on a fait l'étude de signes de ce truc-là. Donc il y a aussi lui. Donc on va peut-être mettre d'abord x, et puis, voilà, de droite. C'est quoi encore ça? Yes. Et ici, c'est 20 moins 4x carré. Donc c'est lui qui fait 0, et que en dessous, alors en dessous, déjà ce truc-là, il est positif quand le x est en dessous de racine de 50, donc ici on a positif, ici négatif. Bon, le x il fait 0 à 0, et après il est tout le temps positif ici. Donc si je continue le tableau, ma dérivée, il faut que je fasse plus par plus ici, là j'ai 0, là j'ai moins, là on a de nouveau 0, et ce qui fait que ma fonction elle est croissante d'abord, décroissante ensuite. Bref. Donc là, si on va après répondre à la question 2, pour quelle valeur de x on a un maximum pour la fonction, on voit bien que ce maximum va se trouver ici. Alors, comme j'ai pas envie de tout effacer pour la question B, je vais essayer de la faire ici. On me demande le maximum. Donc le maximum, comme on vient de dire, où est partie ma souris? Allez, on prend bleu. Donc le maximum, on avait dit que le maximum c'est en x égale racine de 50. Et pour faire le calcul, si je veux connaître le y, il faut que je fasse le f racine de 50. Et donc que je vais appliquer en mettant racine de 50 au carré 100 moins racine de 50 au carré, ce qui va me donner 50 sur 100 moins 50. Donc en réalité j'ai 50, bon, ça fait 50, donc j'ai 50 fois 50. Alors là bien sûr vous ne sortez pas les calculatrices, 5 fois 5, 25, et avec 2 zéros, 2 zéros, 2500. Donc là on a répondu à la question 2. Maintenant on va attaquer à la question 3. On nous demande de vérifier que le volume est égal à 5 fois la racine de la fonction. Donc là on revoit le lien entre le volume de tout à l'heure et la fonction qu'on vient d'étudier maintenant. Alors, ça il faut que je refasse ma petite feuille blanche. Alors, on va attaquer cette question.
lien entre v de x et f de x. Alors, nous on avait trouvé que v de x était égal à, alors de mémoire, parce que comme bien sûr j'ai tout effacé, 5x racine de 100 moins x au carré. Un truc comme ça. Et on me dit que bon, la fonction f de x, on nous l'a donnée, et on avait x au carré, racine de 100 moins x au carré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à ce f de x, on va le multiplier par 5 racine de f de x. Donc ça va me faire 5 racine de tout ça. Pardon, voilà. La fonction, c'est parenthèse 100 moins x au carré. Donc on va calculer le 5 racine de f de x. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et puis on espère que ça va donner le volume. Et comme ça, on a fini de répondre à notre question. Donc 5 racine de x au carré 100 moins x au carré. Ici j'ai un multiplié. Donc ce qui fait que ce x carré, je vais le sortir. Si je le sors d'une racine, il va perdre son carré. Ce qui va me faire 5x racine de 100 moins x au carré. Et ça, c'est bien le v de x. On a bien fait la liaison entre ça qui est égal à ça. Donc voilà pour la question A. Pour la question B, on me demande, en utilisant les variations de f, déterminer les variations du volume sur 0,10. Et après la question C, on va en déduire les dimensions de la boîte. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les variations de V. Alors, je vais refaire rapidement le tableau de variation de f. Donc pour ça, de mémoire, ouais, c'est pas un peu ça. De mémoire, on avait ici notre racine de 50, notre fonction qui faisait ça et ça, qui d'ailleurs faisait 2500 ici. Alors j'ai pas calculé, mais je pense qu'en 0 fois ce qu'on veut, ça va faire 0. Et en 10, bah là ça fait 10 au carré, ça fait 100, 100 moins 100, forcément ça fait 0. Voilà. Donc ça c'était pour la fonction f. Maintenant, si cette fonction f, je lui applique d'abord une racine. Donc si je fais racine de f, donc une racine ne change pas les variations. Ce qui fait que je vais avoir la même variation. Au niveau des valeurs, il faut que je fasse la racine de ces valeurs. Racine de 0, toujours 0. Racine de 2500, c'est 50. Puisque 50 fois 50, ça fait 2500. Et là, c'est 0. Maintenant, ici, j'ai plus qu'à multiplier par 5. 5 racine de f. Et ça, c'est ce qui est v. Et donc, multiplié par 5, c'est un nombre positif. Donc pareil, ça ne change pas les variations. Ça aurait été un nombre négatif, j'aurais interchangé. C'est-à-dire que là où ça monte, j'aurais fait décroissant. Et là où ça descend, j'aurais fait croissant. Et donc j'ai plus qu'à multiplier par 5, donc 0 fois 5, toujours 0. 5 fois 50, 250. Et ici, toujours 0. Donc là, on a fait notre tableau de variation de V grâce au tableau de variation de F. On nous demande maintenant d'en déduire les valeurs, les dimensions de la boîte. Donc ici, on va le faire ici. Dimension. Enfin, c'est pas vraiment une boîte. Hein. Allez, on va faire les dimensions. Donc si je veux que le volume soit le plus grand possible, c'est-à-dire qu'il faut que x soit égal à racine de 50. X égale à racine de 50, c'est là où on a notre maximum. Et on voit ici que le volume sera, dans ce cas-là, enfin comme ça, donc V va être égal à 250 au max. Et en fait, on a répondu à la question.
Donc voilà pour l'exercice c'est un exercice typique de première. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait modifier et qui ressemblerait à un exercice type bac en terminale. Alors, je prends un peu de place. Alors je sais plus sur quel sujet bac que je l'ai vu, mais j'ai souvenir d'avoir étudié avec des élèves, on avait fait un sujet où on avait une espèce de piste de skateboard, un truc de genre, qui bien sûr en volume, je peux le dessiner un peu comme ça, puis on a la même chose de l'autre côté. Hop. Donc grosso modo on va essayer de calculer le même volume, sauf que ici c'est plus vraiment un triangle, c'est en fait une fonction. Donc on va commencer par faire l'étude de fonction de ce truc là, et on va vouloir calculer l'air en dessous grâce à des intégrales. Ça peut être un truc comme ça peut très bien être un autre dessin, voilà. Hop, 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 avec un solide qu'on veut essayer de calculer le volume. Donc pareil, et puis on a un peu la même chose de l'autre côté. Ouais. Ça, c'est vraiment des exos qu'on retrouve dans les sujets bac. On va faire la tout là. Et voilà, on va faire l'étude de cette fonction, on va étudier l'air, on voit en terminale l'air de ça, et puis qu'elle multiplie par la hauteur qu'elle a, pour avoir le volume. Donc, là. Et donc voilà, cette petite modification, on fait des études de fonctions, des intégrales. Alors, maintenant, on va corriger un sujet bac avec les fonctions. Et donc, pour ça, nous allons changer le sujet. Je retourne sur ici. Tu prends Nash. Ouais, c'est ça, tu la glisses. Nickel. Alors, tu vois tout. Ouais, c'est parfait. Super. Alors, moi, par contre, oui, j'ai le sujet. Et je reprends mon truc de dessin. Alors, le sujet. Comme actuellement, vous êtes un peu plusieurs à sur les fonctions, les limites. J'ai donc choisi un sujet d'étude de fonctions avec des fonctions exponentielles. Et normalement, vous avez déjà découvert les exponentielles en première. Donc, ce qui fait que même ce sujet, si vous êtes en première, vous pouvez suivre une bonne partie du sujet. Alors, nous avons, en termes de fonction, f de x qui est égal à e de x et g de x qui est égal à 2e de x sur 2 moins 1. Et on a bien sûr les courbes CF et CG qui représentent les fonctions f et g dans un repère orthogonal. La question 1, on me demande de démontrer que les courbes CF et CG ont un point commun d'abscisse 0 et qu'en ce point, elles ont la même tangente delta dont on déterminera une équation. Pour eux, dans cette question, il y a plusieurs choses à demander. On va essayer de faire un petit résumé de qu'est-ce qu'on demande. Donc on me demande de trouver un point commun. Qui est ici l'abscisse 0. Et après on va essayer de trouver le point commun et de trouver l'équation de delta qui est la tangente justement à ce fameux point commun. Donc voici la première question. Alors pour ça, alors on donne comme un indice, on dit que l'abscisse est 0. Donc si nous avons un point commun, c'est-à-dire que si je fais f de 0, je vais obtenir la même valeur y que si je fais g de 0. Donc f de 0, e de 0, si vous vous rappelez, e de 0 ça fait 1, d'ailleurs n'importe quoi exposant 0 ça fait 1. 2e, bon 0 sur 2, moins 1, donc ça fait ici toujours 1, donc ça va faire 2 moins 1, ce qui me fait aussi 1. Donc jusque là on a le point commun, donc, allez on va le nommer, le point A, qui a comme coordonnées 0, 1, est commun à f et g. Maintenant, on va avoir l'équation de la droite. Si je fais l'équation de la tangente avec la fonction f,
Donc vous vous rappelez, on fait f' de 0, x moins 0, plus f de 0. Alors on va peut-être déjà faire le f' de x, qui est égal à v de x, puisque la dérivée de v de x est de x. Et donc forcément, si je fais f' de 0, j'obtiens 0. J'obtiens 1, pardon. Puisque c'est la même chose que le f de 0. Ce qui fait qu'en fait, je vais avoir 1 facteur de x moins 0 plus 1. Donc on va avoir x plus 1. Ça, c'est l'équation pour le f. Si je fais l'équation pour le g, g' de 0, x moins 0, plus, excusez-moi, c'est un g, hop, g de 0. Et donc, il faut peut-être déjà que je dérive le g de 0. Je prends ici, pardon, g de x, g' de x. Donc la dérivée avec e de x sur 2, donc on aura toujours e de x sur 2, en n'oubliant pas de dériver le x sur 2 qui passe devant. Donc je vous rappelle que la formule, en fait, quand j'ai un e de u, quand je dérive, ça nous fait u', e de u. Ce qui va me faire simplement e de x sur 2, et la dérivée de 1, enfin de moins 1 qui est 0. Donc si bien sûr je fais g' de 0, on voit que ça va faire g' de 0 est égal à 1. Donc on aura la même chose, on aura 1 ici, 1 ici, donc en fait on aura aussi x plus 1. Donc ici on trouve que l'équation de delta est y qui est égal à x plus 1. Donc on peut dire que ça on a répondu ici, c'est facile pour souligner, et ici on a répondu à notre question 1. Alors, question 2. La question 2, elle est en plusieurs étapes. On nous demande d'étudier la position relative entre CG et la droite delta. Et pour ça, on va nous donner des indices et plusieurs étapes à faire. Je vais effacer ce truc là, comme ça j'aurai bien la place pour faire le 2. Donc on va d'abord nous définir une fonction h. Et on va me demander d'étudier cette fonction h. Donc on me dit, on va mettre dans les données, que h de x, h de x est égal à 2 e de x sur 2 moins x moins 2. Et la première question vraiment du numéro 2 nous demande de déterminer les limites de h en moins l'infini. Donc ce qu'on va faire, limite de h en moins l'infini. Alors là c'est tout simple. Si on fait limite de e de x sur 2 quand x tend vers moins l'infini, c'est pareil que e de x quand x tend vers moins l'infini. Je vous rappelle que la fonction ressemble à un petit truc comme ça. Donc ça veut dire que quand on est vers plus l'infini, ça tend aussi vers plus l'infini. Et quand on tend vers moins l'infini au niveau des x, on voit que les y se rapprochent de 0. Donc la limite ici va être 0. Maintenant je rajoute un petit 2 là, ça fera 0 fois 2, ça fait toujours 0. Si je fais limite de moins x quand x tend vers moins l'infini, ça va nous donner plus l'infini. Je lui rajoute un moins 2, ça ne changera pas grand chose, ça sera toujours plus l'infini. Donc ce qui fait que par addition, on va avoir limite dl qui ressemble à df, limite de la fonction h de x, c'est-à-dire de ça plus ça, va être égal donc à 0 plus l'infini, donc plus l'infini. C'est-à-dire quand x tend vers moins l'infini. Donc là on a répondu. Alors j'ai marqué petit 1, mais c'était un petit 1. C'était le 2 là. Alors maintenant on va faire le 2b. Et là on nous demande, dans le 2b, on nous demande d'abord d'écrire h sous une autre forme. De vérifier que c'est égal au paquet qui est marqué
là, et après d'en déduire la limite en plus l'infini. Alors pourquoi ils nous demandent ça? C'est parce que on voit tout de suite que si je le faisais directement, bah, en plus l'infini, je vais mettre des couleurs. Ça, à la partie E de x sur 2 tend vers plus l'infini. Graphique qui est là, hein, quand l'exponentielle qui monte, les x plus l'infini, les y, ça fait aussi plus l'infini. Fois 2, ça va pas changer. Mais en revanche, la partie qui est là, moins x, va me faire moins l'infini. Et je vais avoir une fi, donc une forme indéterminée, du type plus l'infini, moins l'infini. Et donc c'est pour ça qu'il nous demande de l'écrire différemment, pour qu'on puisse justement lever cette indétermination. C'est ça. Trop de dire. Alors, en fait, dans cette question ici, vous avez, le but final, c'est de trouver ça. Limite de h en plus l'infini. Alors, il y a deux solutions. Soit je prends mon h que j'ai actuellement et je cherche à le transformer pour que ça devienne ce qu'eux ils m'ont donné. Ou alors, l'avantage, c'est comme ils nous l'ont donné, ben, je peux plutôt utiliser ça et développer, c'est plus facile à développer, pour bien vérifier que ça me donne le h que j'ai actuellement. Donc, c'est ce qu'on va faire, c'est plus simple. Donc, j'ai e de x sur 2 sur x sur 2. Oups, c'est parti là. Moins 1. Moins 2 sur x. Donc, ce que je vais faire, c'est ça, je vais le développer. Je vais le développer là et je vais le développer. Ce qui va me faire un e de x sur 2. Donc quand je multiplie par x, les x ici vont s'éliminer, donc ça va me faire sur 1 demi, moins x, et moins 2 là-bas. Divisé par une fraction, c'est pareil que multiplier par son inverse, c'est-à-dire 2 sur 1. Si je viens pas. Et multiplier par 2 sur 1, c'est que je vais bien avoir 2e de x sur 2, moins x, moins 2. Et ça, c'est bien h de x. Donc j'ai bien le truc qui est là, correspond à h de x. Parfait. Donc maintenant, quand je vais faire la limite, on va étudier plutôt les paquets à ce niveau-là. Donc si je fais limite de e de x sur 2 divisé par x sur 2, quand x tend vers plus l'infini, là je pourrais définir un grand x ici, enfin un changement de variable, un grand x qui correspond à x sur 2. Et si je fais la limite de ça, donc quand x tend vers plus l'infini, le grand x, lui aussi va tendre vers plus l'infini. Et comme ça me fait e de grand x sur grand x. Et là, c'est une limite particulière que je suis censé connaître par cœur. Et dire que, en fait, c'est l'exponentielle qui l'emporte ici, et donc que c'est plus l'infini. Donc cette partie-là va tendre vers plus l'infini. 2 sur x, limite de 2 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc ce qui fait que tout le paquet qui est dans les parenthèses va tendre vers plus l'infini. Le x qui est devant va aussi tendre vers plus l'infini. Et ce qui fait donc que par multiplication, il faut marquer que limite de x quand x tend vers plus l'infini, forcément va tendre vers plus l'infini. Et voilà, par multiplication, limite de h de x va être plus l'infini fois plus l'infini, donc juste plus l'infini. Donc voilà pour la limite en plus l'infini. Alors après on va demander de dériver h, de faire l'étude de signes et les d'abord l'étude de signes pour la question C, et après on demandera le tableau pour la question. Voilà, ça me fait la place. Donc je retiens moins l'infini, on a plus l'infini, et un plus l'infini, on a aussi plus l'infini. Parce que je suppose qu'il faudra le mettre dans le tableau de variation. Alors, on va regarder notre h quand même. Alors, donc on nous demande en réalité la dérivée
commande la dérivée h' de x et le signe de h' de x. Donc là, c'est tout simple. C'est les dérivées toujours des exponentielles. Donc, h, l'IH, j'écris f. h' de x, donc on va dériver ici, ce qui va me faire e de x sur 2, je vais avoir un demi qui passe, fois le 2, ce qui fait que j'ai 1, moins 1. Donc là on a le h'. Après on nous demande de faire le signe. Donc quand est-ce que ce truc là est positif? Donc quand est-ce que x sur 2 moins 1 est supérieur à 0? Quand e de x sur 2 est supérieur à 1. Donc pour qu'un exponentiel soit supérieur à 1, il faut forcément que ça soit 0 ici. Donc c'est-à-dire quand x sur 2 est supérieur à 0. Puisqu'en fait, en descend, l'exponentielle elle est comme ça, et ici c'est 1. Donc quand le x est au-dessus de 0, cette partie-là, l'exponentielle est au-dessus de 1. Et en dessous, c'est en dessous de 1. Donc en fait, c'est quand x est au-dessus de 0. Alors en réalité, vous l'avez peut-être pas encore vu, mais on passe l'exponentielle de l'autre côté et en fait on fait ln de 1, le logarithme qui est le contraire de l'exponentielle. Et ln de 1 nous donne 0. C'est la fonction logarithme que vous allez étudier la semaine prochaine. Alors, ben voilà, on a fait notre signe. Donc on va attaquer la question, on demande le tableau de variation. Une petite idée, on va faire la variation de h. Alors en fait c'est tout simple, voilà c'est tout tordu. On est en moins l'infini, plus l'infini, on sait qu'en 0, la dérivée de h, décidément, c'est h va vraiment se transformer en f. La dérivée de h est positive au-dessus de 0, ici, et négative en dessous. Ce qui fait que la variation décroissante, croissante, on va peut-être calculer en 0. Donc en 0, h de 0, on va avoir 2e de 0, moins 0, moins 2. E de 0 fait 1, ça fait 2 moins 2, ce qui donne 0. C'est ça. Et on a vu que les limites, ici on avait plus l'infini et plus l'infini. Donc voici la question D. Maintenant, on veut, dans la question E, en déduire que pour tout réel x, 2e de x sur 2 moins 1 est supérieur à x moins 1. Alors je vais effacer ça, comme ça je l'ai fait à côté la question. Hop, on a mis 0, plus l'infini, et je vais faire la question de ce côté-là. Donc la question qu'on demande, on veut trouver cette inégalité. Alors je vais répondre direct. Vous savez que h, jusqu'à présent on a dit que h de x, c'était 2e de x sur 2 moins x moins 2. Et là on voit que dans ce truc là, on voit que c'est tout le temps positif. Tout le temps supérieur ou égal à 0. Ce qui fait que ici je vais avoir 2e de x moins 2 moins x. Alors dans le moins 2, nous on voudrait avoir un moins 1 d'un côté et un plus 1 de l'autre. Donc ce qu'on va faire, on va garder moins 1 et moins 1 supérieur à 0. Donc le x qui est là et le moins 1 qui est là, on va les virer de l'autre côté. Donc je vais avoir ça. Hop, ce qui va me faire x plus 1. Et c'est exactement ce qu'il fallait qu'on ajoute. Et ce qu'on aime bien, c'est dans la question, dernière question de la question 2. Que peut-on déduire quant à la position de C et de D? Donc F, on cherche une position entre CG
remarque qu'ici, ce qu'on a étudié jusqu'à présent, c'est que la partie qui est là, ça correspond à la fonction g, et la partie qui est x plus 1, ça correspondait à la droite delta. Donc là, on voit que la fonction g est toujours au-dessus de l'équation de delta. On voit que le g de x est supérieur à l'équation y, qui est l'équation de delta, et donc ce qui veut dire que la courbe g, enfin cg, on est comme ça, la courbe cg est au-dessus de delta. Donc là, voilà, on a répondu à la question 2. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup d'étapes pour déterminer la position relative entre CG et delta. La question 3, on va faire la même chose mais de manière un peu plus rapide, puisqu'apparemment il n'y a que deux petites étapes pour trouver la position relative entre la fonction CF et la fonction CG. Alors, comme d'habitude, je me fais un peu de place. Je pense que le H, j'en ai plus besoin. On va peut-être l'effacer. Donc, la 3. 3A, donc tout simple. On va faire développement. 2 x sur 2 moins 1 au carré. Ah ben ça fait un petit niveau collégien, petite identité remarquable. Bon, pas vraiment collégien parce qu'il y a une exponentielle dedans. Mais si j'avais mis à la place d'un E un petit a, normalement les puissances, on sait travailler ça au collège. Donc, parce qu'au final l'exponentielle c'est la règle des puissances. Hein. Donc ça va, c'est un petit point facile. Donc, on est d'accord que ça va nous donner ce truc là qui va être au carré. Voilà, je vais détailler comme ça. Moins 2, c'est une entité remarquable, E de x sur 2, 1, plus 1 au carré qui fait 1. Alors la formule de AN, ça je vous dis que c'est vraiment une formule de collision. Ben c'est AN, voilà. N fois N. Donc ça qu'on multiplie. Donc ça va multiplier ça avec ça, qui en réalité va me faire E de x moins 2E de x sur 2 plus 1. Donc tout simple. Ce qui est bien, c'est qu'on peut même faire cette question si on n'a rien su faire de l'exercice. B. Enfin, on nous demande de déterminer maintenant la position. Position entre CG et CF. Alors, on suppose que si nous avons fait un petit A dans la 3 au moment d'un développement, c'est que ça va sûrement être utile. Alors, en plus, on voit que dans le truc qu'on vient de faire, on voit que E de x moins le 2E de x sur 2 plus 1, ça ressemble beaucoup à un f de x moins le g de x. Non, ça ressemble, c'est ça. Et quand on veut chercher la position entre des fonctions, on commence toujours par justement ce truc-là. Ça, c'était la petite remarque, c'est-à-dire qu'on commence par f de x moins g de x pour voir quand est-ce que soit quand le f de x est toujours plus grand ou plus petit que le g de x. Donc forcément, on a cette partie-là. Et ce qui est bien, c'est que ça fait le développement de truc qui est là-bas, qui est e de x sur 2 moins 1 au carré. Super, le carré c'est toujours positif. Donc on conclut que f de x moins g de x est toujours positif. Donc ça veut dire que la fonction f de x est toujours plus grande que g de x. Donc ça veut dire donc c de f, donc la courbe c de f est au-dessus de CG. Bon, ça commence par le de CG. J'espère que vous ne regardez pas sur un téléphone parce que sinon vous n'allez pas avoir grand chose. Donc voilà, donc là on a répondu à cette question de position entre deux courbes. Alors la quatrième question nous demande de calculer en unité d'aire l'aire du domaine compris entre CF et CG. Donc là on va venir sur des intégrales. Je
pense que la plupart d'entre vous n'ont pas commencé les intégrales. Ceux qui ont suivi le live de la dernière fois ont eu un petit aperçu. Elle n'est pas très compliquée. Donc on va la faire pour finir. Ça vous aura comme ça un aperçu de ce qui vous attend par la suite. Est-ce que j'ai la place? Ouais. Ah bah, je sais pas, pour faire d'aller toute petite cette intégrale. Ouais, elle a pas l'air d'être terrible, d'être vraiment grand. Bah, déjà F, Ouais. Je pense que je devrais avoir la place. Pierre t'effaceras au-dessus. Ouais, je peux pas. Easy. Ok. Alors. Petit c, on fait R. Alors attention, c'est R entre CF et CG. Oui. Donc ça, c'est un petit truc intéressant. Donc tout simplement. Bon, on nous demande de le faire entre 0, j'ai pas mis, mais entre 0 et 1. Donc c'est-à-dire que je mets entre 0 et 1. Bon, en fait, j'ai pas vraiment dessiné ce que c'est que CF. Ah si, CF c'est exponentiel, donc c'est facile. Donc on sait dessiner la fonction exponentielle. Une fonction qui est comme ça. C'est bon. G, allez, on va le mettre en vert. Alors G, ça ressemble à l'exponentielle. On a vu que ça passait aussi en 1. Tu peux pas les tracer avec GeoGebra ou tout le temps? GeoGebra, mais après il faudrait le mettre sur le truc. Bah oui, et alors? Ouais, tu veux, hein. T'es en train de galérer. Bah après, c'est pas très compliqué. On voit que c'est une forme d'exponentielle, elle est forcément plus petite. Donc peut-être un truc comme ça. Donc, G. Moi de toute façon, je veux faire l'air qui est entre les deux. Donc si je veux faire l'air entre les deux, donc ça veut dire entre 0 et le 0 et 1. Donc on sait que j'ai démarré ici le G parce qu'on sait qu'il y avait le point commun qui était en 0. Donc ça touche là-dessus. Et on veut calculer l'air ici. Alors bon là ça ressemble à un triangle, mais c'est pas vraiment un triangle, c'est des courbes ici et une courbe ici. Donc comment on fait ça? On va faire l'intégrale de f, puisque l'intégrale de f ça va jusqu'en bas, moins l'intégrale de g, ce qui va permettre de calculer la partie qui est à l'intérieur. Donc c'est ça qu'on va faire du calcul. Donc si je veux cette fameuse r qui est en rouge, je vais donc dire faire l'intégrale de f de x, dx, entre 0 et 1, hop, moins l'intégrale de g de x entre 0 et 1. La règle dans les intégrales, c'est que je peux faire la soustraction des deux fonctions. Donc je peux les faire séparément. Bah oui, numérique de l'intégrale. Effectivement, en fait, ça ne changera pas grand chose. Moins g de x, hop, dx. Alors comment on fait? Tout simplement, il faut faire une primitive. Primitive de f de x moins g de x. Alors le f de x moins g de x, c'est le truc qui est là. Ça. Donc si je fais primitive de e de x, comme la dérivée c'est e de x, donc la primitive c'est aussi e de x. Pour l'autre, on va avoir e de x sur 2. Et quand je dérive, je vais avoir 1 demi. Sauf qu'ici j'ai 2, donc il va falloir que je fasse moins 4. En fait, la primitive c'est comptable dérivée, donc il faut que quand je vois ça, quand je dérive ça, j'obtiens le truc qui est là-haut. Et la primitive de 1, il faut que ça soit un plus x, pour que quand je dérive, ça fasse plus 1. Après, je fais ça entre 0 et 1, c'est-à-dire que je rentre le 1 dans ces valeurs-là. Donc ça fait e de 1 moins 4e de 1 demi, plus 1. Et après, je fais ça avec 0, moins e de 0, alors le moins, tout ce truc, 4 e de 0, plus 0. Voilà. Donc lui, ça fait 1. Lui, ça fait 1 aussi. Donc je vais avoir 1 moins 4, ce qui va me faire un moins 3. Avec le moins ici, ça fait un plus 3, plus 1 ici, et plus 4. Donc en fait, j'obtiens E, moins 4 E de 1 demi. Donc tu peux mettre racine de E. Plus 4, et on sait que l'exposant 1 demi correspond à racine. Donc, hop, racine de E, plus 4. Donc là, j'ai répondu à la question de l'air entre les deux courbes.